Gris résonnait dans la maison avant même que le soleil ne se lève. Hélène connaissait bien ce son. C'étaient les mêmes cris qui la réveillaient tous les jours depuis qu'elle avait eu 16 ans. La voix rauque de sa belle-mère, Madame Gertrude, déchirait le silence de l'aube auvergnate avec une fureur qui semblait sans fin. Et la raison, toujours la même. Hélène existait. En ce matin d'avril 1878, la jeune femme de 23 ans était déjà dans la cuisine, lorsque la femme descendit les escaliers comme une tempête. La robe noire qu'elle portait depuis la mort de son mari rendait sa silhouette encore plus menaçante dans la pénombre. « Encore du café froid, espèce d'inutile !» vociféra Madame Gertrude, jetant la tasse contre le mur. Le liquide coula sur la chaux blanche, tandis qu'Hélène baissait la tête, sachant que toute parole serait interprétée comme de l'insolence. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est celle d'une jeune femme qui a survécu à l'enfer au sein de sa propre maison, jusqu'à ce qu'un événement inattendu change tout, un revirement qu'elle n'imaginait même pas, impliquant des secrets de famille, des décisions impossibles, et un baron mystérieux qui apparut justement quand elle avait le plus besoin d'un miracle. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Hélène ramassa les morceaux de porcelaine du sol pendant que les larmes brûlaient ses yeux. Elle ne pouvait pas pleurer. Pleurer ne faisait qu'empirer les choses. Sa belle-mère interprétait les larmes comme de la manipulation, comme une tentative d'éveiller la pitié. Et Madame Gertrude ne connaissait pas la pitié. La maison se situait à la périphérie du Puy-en-Velay, une modeste bâtisse empisée avec 3 chambres et un jardin où Hélène cultivait les légumes qui nourrissaient la famille. Depuis la mort de son père, 7 ans auparavant, cet endroit avait cessé d'être un foyer pour devenir une prison. « Regarde-moi quand je te parle !» La belle-mère saisit le menton d'Hélène avec force, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Tu crois que tu mérites de rester dans cette maison sans rien faire de bien ?»« Je vous demande pardon, madame. Je vais refaire du café tout de suite. » murmura Hélène en utilisant le titre que la femme exigeait qu'elle utilise, malgré l'absence de tout lien de parenté réel entre elles. Madame Gertrude relâcha son visage avec une poussée. « Et sache qu'aujourd'hui est le jour de laver tout le linge de lit. Je veux tout sur l'étendoir avant midi, sinon tu dormiras dans le jardin cette nuit. » Ce n'était pas une menace en l'air. Hélène avait déjà dormi dans le jardin des dizaines de fois, recroquevillée parmi les poules et les cochons quand elle ne respectait pas les tâches dans le temps imparti. Pendant l'hiver auvergnat, ces nuits étaient cruelles, mais se plaindre, jamais. En préparant le nouveau café, Hélène entendit les pas lourds de ses demi-frères descendant pour le petit déjeuner. Auguste, 25 ans, et Félicien, 22 ans, étaient les fils du premier mariage de Madame Gertrude. Tous deux avaient hérité de la cruauté de leur mère et du plaisir sadique d'humilier Hélène. « Bonjour, petite sœur, » dit Auguste avec ironie, tirant une chaise bruyamment. « Tu as bien dormi dans ta chambre luxueuse ?» La chambre était un débarras de 5 mètres sur 2 mètres sans fenêtre, où Hélène dormait sur un matelas fin à même le sol. Il n'y avait même pas d'espace pour qu'elle se tienne complètement droite. « Bonjour, Auguste, » répondit-elle doucement, lui servant le café chaud. Félicien rit en prenant un morceau de pain. « Maman, on devrait louer Hélène aux voisins. Au moins, elle rapporterait un peu d'argent à la maison. »« Ne sois pas ridicule, » répondit Madame Gertrude, mais avec un sourire cruel aux lèvres. « Qui paierait pour une femme laide et maladroite comme elle ?» Hélène serra les lèvres. Laide était l'adjectif le plus gentil qu'elle recevait. Maladroite, stupide, paresseuse, ingrate. La liste des insultes changeait selon l'humeur de sa belle-mère, mais l'objectif était toujours le même. Détruire tout vestige de dignité qu'elle pouvait encore avoir. La vérité est qu'Hélène n'était pas laide. Elle avait des cheveux bruns lisses qui tombaient jusqu'à la taille, des yeux vert clair que son père disait être les mêmes que ceux de sa mère,
et un visage délicat malgré les marques de privation. Mais des années d'humiliation avaient convaincu Hélène que peut-être tout le monde avait raison. Peut-être qu'elle n'avait vraiment aucune valeur. Après le petit déjeuner, en lavant la montagne de vaisselle, Hélène se permit de penser à son père. Jacques Martin avait été forgeron dans la ville, un homme travailleur qui était devenu veuf quand Hélène n'avait que 5 ans. La mère d'Hélène était morte de fièvre puerpérale après avoir tenté de donner naissance à un deuxième enfant qui n'avait pas non plus survécu. Pendant 11 ans, il n'y avait eu qu'elle et son père. Jacques lui avait appris à lire en utilisant la Bible de la famille. Il l'emmenait pêcher dans le ruisseau le dimanche, lui racontait des histoires sur des lieux lointains qu'il n'avait jamais visités, mais qu'il rêvait de connaître. Puis, quand Hélène eut 16 ans, apparut Madame Gertrude, veuve récente avec 2 enfants à élever et peu d'argent. Elle vit en Jacques une opportunité. Le forgeron solitaire et naïf vit en elle une compagne. Ils se marièrent 3 mois après s'être rencontrés. Le changement fut brutal. Madame Gertrude installa Auguste et Félicien dans la maison, expulsa Hélène de la chambre qui avait toujours été la sienne, établit des règles strictes et commença à la traiter comme une servante. Jacques, voulant maintenir la paix, demandait à Hélène d'être patiente, d'être compréhensive avec la nouvelle famille. Mais la patience n'apporta aucune récompense. 1 an après le mariage, Jacques subit un accident à la forge. Une barre de fer chauffée tomba sur sa jambe, provoquant une infection que les médecins ne purent contrôler. Il mourut 2 semaines plus tard, fiévreux et délirant, sans force pour laisser des instructions claires sur l'avenir d'Hélène. Et c'est ainsi qu'elle fut piégée. Légalement, il n'y avait aucun document qui garantissait sa présence dans la maison qui avait été celle de son père. Madame Gertrude fut claire. Hélène pouvait rester à condition de se rendre utile, et utile signifiait travailler du lever au coucher du soleil, sans se plaindre, sans poser de questions, sans espoir. Hélène vida l'eau sale de la vaisselle dans le jardin et commença à rassembler les ballots de linge de lit. Il y avait 4 lits à laver, celui de Madame Gertrude, ceux des 2 demi-frères, et celui des invités que la belle-mère louait occasionnellement aux voyageurs. Le propre matelas fin d'Hélène n'avait jamais de drap. En portant le poids des vêtements jusqu'au lavoir du jardin, Hélène sentit son dos protester. Ce n'était pas seulement le poids physique, c'était l'accumulation d'années passées courbées, baissées, portant des fardeaux qui n'étaient pas les siens. À 23 ans, elle se sentait comme une femme de 40 ans. Le lavoir se trouvait au fond du jardin, près du poulailler. Hélène le remplit d'eau du puits, frotta le savon fait maison sur les vêtements et commença le travail ardu de frotter chaque pièce. Le soleil d'avril montait lentement dans le ciel, promettant une journée chaude. « Hélène, Hélène, où es-tu » La voix stridente de Madame Gertrude traversa le jardin. « Ici, madame, je lave le linge. » La femme apparut à la porte arrière, les bras croisés. « Laisse ça. J'ai besoin que tu ailles en ville chercher des colis chez Madame Clémence et en passant, tu t'arrêtes à l'épicerie de Monsieur Mallard pour prendre les provisions que j'ai commandées. » Hélène regarda les vêtements savonnés. « Mais Madame a dit qu'elle voulait tout sur l'étendoir avant midi. » « Et j'ai changé d'avis. Où vas-tu remettre en question mes ordres ?»« Non, Madame. J'y vais maintenant. » « Et ne traîne pas. Si tu n'es pas de retour dans 2 heures, tu peux oublier le déjeuner. » Hélène essuya ses mains sur son tablier usé et prit le panier en osier qu'elle utilisait pour les courses et sortit par la porte latérale de la propriété. Elle n'avait pas d'argent pour le transport, elle irait donc à pied. Le centre du Puy-en-Velay se trouvait à environ 40 minutes de marche. La ville était animée ce matin-là. Des charrettes circulaient dans les rues de terre, des vendeurs ambulants vantaient leurs marchandises, et des groupes de dames élégantes conversaient sur les trottoirs des magasins. Hélène gardait la tête basse, évitant les regards de curiosité qu'elle recevait parfois. Sa robe rapiécée et ses pieds nus dénonçaient sa condition. La maison de Madame Clémence se trouvait rue Droite, l'une des plus fréquentées. C'était une bâtisse majestueuse.
peinte en jaune, avec des fenêtres en bois sculptées. Hélène frappa à la porte latérale, l'entrée utilisée par les serviteurs et les fournisseurs. Une servante ouvrit, la reconnaissant. « Ah, c'est vous, Hélène. Madame Clémence a préparé le paquet. Attendez ici. » En attendant, Hélène observa l'intérieur de la maison à travers la porte entr'ouverte. Des meubles en palissandre, des rideaux de dentelle, un lustre en cristal suspendu au plafond, un monde complètement différent du sien. La servante revint avec un gros paquet enveloppé de papier Kraft. « Le voici. Madame Gertrude a déjà réglé le paiement. »« Merci. » Hélène plaça le paquet dans le panier et se dirigea vers l'épicerie de Monsieur Mallard. L'établissement se trouvait 2 rues plus loin. Un entrepôt qui vendait de tout, tissus, outils, aliments, médicaments. Monsieur Mallard était un Portugais de 60 ans, gros et à la voix rauque, qui connaissait tout le monde en ville. « Petite Hélène », l'appela-t-il dès qu'elle entra. « Ta belle-mère a envoyé chercher les provisions ?»« Oui, monsieur Mallard. » L'homme prit un papier où il avait noté les articles. 2 kilos de riz, 1 kilo de haricots, un demi-kilo de lard, de la cassonade, du café, du sel. Il enveloppait tout en conversant. « Comment vont les choses à la maison? Ta belle-mère est-elle toujours aussi dure avec toi ?» Hélène ne savait pas quoi répondre. Monsieur Mallard était gentil, mais elle ne pouvait pas risquer de se plaindre. Les commérages couraient vite dans une petite ville, et toute parole malheureuse parviendrait aux oreilles de Madame Gertrude. « Tout va bien, monsieur Mallard. Chacun fait ce qu'il peut. » L'homme ne sembla pas convaincu, mais n'insista pas. « Voici. Et regarde. Je vais mettre quelques biscuits supplémentaires ici, au fond. Ne le dis pas à ta belle-mère. C'est mon cadeau pour toi. » Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes. La gentillesse était si rare dans sa vie que lorsqu'elle se manifestait, elle la désarmait complètement. « Merci beaucoup, monsieur Mallard. Vous êtes très bon. »« Oh, ce n'est rien. Maintenant, va avec Dieu, ma petite, et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. » Hélène quitta l'épicerie avec le panier lourd, mais le cœur un peu plus léger. Les petites bontés comme celle-ci étaient ce qui la maintenait en vie. Savoir qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde, même si elles ne méritaient pas leur gentillesse. Le chemin du retour était ardu sous un soleil de plus en plus fort. Le panier pesait de plus en plus, et Hélène dut s'arrêter 2 fois pour reposer ses bras. Lorsqu'elle arriva enfin chez elle, 1h50 s'étaient écoulées depuis son départ. Madame Gertrude l'attendait à la porte, les bras croisés et le visage fermé. 2 heures. J'ai dit 2 heures, et tu as presque pris tout ce temps. Tu crois que tu peux me manquer de respect, madame? Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Le panier était lourd et... Des excuses, toujours des excuses. La femme saisit Hélène par le bras et la traîna à l'intérieur. Tu ne déjeuneras pas aujourd'hui, et tu devras encore finir de laver ses vêtements et tout repasser avant le dîner. L'estomac d'Hélène gargouilla. Elle n'avait rien mangé au petit déjeuner, espérant pouvoir manger quelque chose au déjeuner. Maintenant, elle devrait travailler toute la journée sans nourriture. Ce n'était pas la première fois, ce ne serait pas la dernière. Elle retourna dans le jardin, où les vêtements savonnés avaient déjà partiellement séché au soleil, formant des croûtes dures de savon. Il faudrait les mouiller à nouveau, frotter davantage, tout rincer. Le travail avait doublé. Pendant qu'elle frottait, Hélène laissa son esprit divaguer. C'était sa façon de s'échapper. Elle s'imaginait dans des lieux différents, vivant des vies différentes. Parfois, elle était institutrice dans une école de la ville, apprenant aux enfants à lire comme son père lui avait appris. D'autres fois, elle s'imaginait mariée à un homme gentil, vivant dans une petite maison, mais bien à elle, où personne ne criait, où elle pouvait dormir en paix. C'étaient des fantasmes impossibles. Elle le savait. Aucun homme respectable ne s'intéresserait à elle, sans dot, sans famille, sans beauté, disaient tous. Elle était une marchandise avariée. « Hé, petite sœur !» La voix de Félicien la tira de ses rêveries. Il s'approcha du lavoir, un sourire malicieux sur le visage. « Tu travailles dur, n'est-ce pas? Ça doit être épuisant d'être aussi inutile. » Hélène ne répondit pas,
continuant à frotter les vêtements. « Je te parle. » Félicien donna un coup de pied au lavoir, faisant éclabousser l'eau. « Tu pourrais au moins faire semblant d'avoir de l'éducation et répondre quand on te parle. »« Pardon, Félicien, je suis occupé. »« Occupé ? Occupé à faire le minimum que tu dois faire pour vivre ici gratuitement. » Il prit l'une des chemises qu'Hélène venait de laver et la jeta sur le sol de terre. « Oups, je crois qu'il faudra la laver à nouveau. » Hélène respira profondément, contrôlant la rage qui bouillait dans sa poitrine. Elle se baissa, ramassa la chemise sale et la remit dans l'eau. Cela ne valait pas la peine de réagir. Félicien adorait la provoquer, et toute réaction était une excuse pour en faire la cible de davantage de cruauté. « Tu es pathétique !» cracha-t-il sur le sol avant de rentrer dans la maison. Quand elle eut enfin terminé de laver, rincer et tordre tous les vêtements, le soleil était déjà haut dans le ciel. Hélène suspendit chaque pièce à l'étendoir, les étirant bien pour qu'elles sèchent plus vite et facilitent le repassage. Ses mains étaient rouges, gercées, douloureuses, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait encore préparer le dîner. Dans la cuisine, Hélène trouva les ingrédients restants. Quelques légumes flétris, un petit morceau de viande séchée, de la farine de maïs. Elle décida de faire un simple ragoût. Elle éplucha des pommes de terre, coupa des carottes, déchira la viande séchée en morceaux, mit tout à cuire dans la grande marmite en fer. Pendant qu'elle remuait le ragoût, elle se permit de manger l'un des biscuits que M. Mallard lui avait donné. Le goût de beurre et de sucre explosa dans sa bouche, si délicieux que cela en était presque douloureux. De la vraie nourriture, pas des restes froids et insipides qui lui étaient habituellement réservés. « Qu'est-ce que tu manges ?» La voix d'Auguste la fit s'étouffer. Il était entré silencieusement dans la cuisine. « Rien, Auguste, juste un biscuit que... » Il lui arracha le panier des mains, en fouilla le contenu. « Des biscuits ? D'où as-tu tiré ça? Tu voles de la nourriture maintenant ?»« Non, monsieur Mallard me l'a donné en cadeau, je jure. »« Cadeau ?» Auguste rit avec mépris. « Qui te donnerait un cadeau? À toi? Tu mens ?» Il prit tous les biscuits et les mit dans sa poche. « Je vais dire à ma mère que tu voles. Tu verras ce qui t'arrive. » Hélène sentit le désespoir lui serrer la poitrine. « S'il vous plaît, Auguste, je ne mens pas. C'était un cadeau, vraiment. S'il vous plaît, ne dites rien. Nous verrons. » Il s'approcha d'elle, son visage à quelques centimètres du sien. « Si tu me fais une faveur, peut-être que j'oublierai ça. » Le cœur d'Hélène s'accéléra. Elle connaissait ce ton de voix. Elle l'avait déjà entendu. Quelle faveur! Tu sais quelle faveur! Sa main toucha son bras, descendit jusqu'à sa taille. Hélène recula brusquement. « Non, Auguste, jamais !» Son visage se tordit de rage. « Toi, l'insolente, tu crois que tu peux me refuser. Tu n'es qu'une servante dans cette maison. Je suis votre sœur. Tu n'es rien pour moi, tu n'as pas notre sang. » Il avança à nouveau, mais Hélène saisit la cuillère en bois qu'elle utilisait pour remuer le ragoût et la brandit comme une arme. « Ne vous approchez pas de moi. » Auguste s'arrêta, évaluant la situation. Puis il sourit froidement. « Tu vas le regretter. » Il se retourna et sortit en claquant la porte. Hélène s'effondra sur une chaise, tremblante. Ce n'était pas la première fois qu'Auguste tentait quelque chose comme ça. Au cours des dernières années, il avait fait des insinuations, tenté de la toucher quand ils étaient seuls. Jusqu'à présent, elle avait réussi à l'éviter, mais elle savait qu'un jour il n'accepterait pas un refus. Et ce jour-là, que ferait-elle? Le dîner fut servi dans un silence tendu. Madame Gertrude remarqua que quelque chose n'allait pas, mais ne demanda rien. Auguste mangea avec une expression de satisfaction qui laissa Hélène effrayée. Félicien l'ignora simplement, comme toujours. Après avoir lavé toute la vaisselle du dîner, Hélène reçut enfin la permission de se retirer. Elle se traîna jusqu'à sa petite chambre, ferma la fine porte en bois et se laissa tomber sur le matelas. Chaque muscle de son corps lui faisait mal, son estomac gémissait de faim. Ses mains brûlaient, mais c'était le poids sur son âme qui faisait le plus mal. L'humiliation constante,
le manque d'espoir, la certitude que cette vie ne changerait jamais. 23 ans. Combien d'années de plus pourrait-elle supporter? Hélène tira de sous son matelas fin le seul objet de valeur qu'elle possédait, une petite Bible qui avait appartenu à sa mère. Son père la lui avait donnée quand elle avait eu 10 ans. Les pages étaient jaunies, la couverture usée, mais les mots étaient toujours là. Hélène n'était pas particulièrement religieuse, mais elle trouvait du réconfort à lire. Elle ouvrit à une page aléatoire et ses yeux tombèrent sur un verset. « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. Dieu était-il vraiment proche? Où était-il quand sa belle-mère l'humiliait? Où était-il quand Auguste la menaçait? Où était-il quand elle allait dormir affamée, euthansie de froid, souffrante? Mais même ainsi, même avec tous les doutes, Hélène ferma les yeux et murmura une prière. « S'il y a quelqu'un qui m'écoute, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Je n'en peux plus, s'il vous plaît. » Le sommeil vint lourdement, plein de rêves confus et agités. Le lendemain matin commença comme tous les autres. Cris, tâches impossibles, insultes. Mais ce jour-là, quelque chose de différent allait se produire, quelque chose qui changerait tout. C'était le milieu de l'après-midi lorsqu'un message arriva. Un garçon de la ville frappa à la porte et remit un billet à Madame Gertrude. Hélène observa de loin, tandis que sa belle-mère lisait, vit son expression passer de l'irritation à la surprise, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'excitation. « Hélène, viens ici. » La voix n'était pas furieuse, comme d'habitude. Elle était presque joyeuse, ce qui était encore plus effrayant. Hélène s'essuya les mains et s'approcha. « Oui, madame. Nous avons de la visite demain, des gens importants. Je veux que cette maison soit impeccable, compris? Impeccable. Chaque recoin, chaque meuble, tout doit briller. Qui vient nous rendre visite? Ça ne vous regarde pas. Faites simplement ce que j'ai dit. » Hélène passa le reste de la journée et toute la nuit à nettoyer la maison de fond en comble. Elle balaya, frotta, lustra, organisa. Quand le soleil se leva le lendemain matin, la modeste maison de Madame Gertrude était aussi propre qu'elle pouvait l'être, mais la belle-mère n'était pas satisfaite. « Tes cheveux sont horribles. Attache-les correctement. Et cette robe est un chiffon. Attends. » Elle monta dans sa chambre et revint avec une vieille robe en tissu simple, mais en meilleur état que les haillons qu'Hélène portait. « Mais ça, je ne veux pas que notre visite pense que nous gardons une mendiante ici. » Hélène se changea dans la minuscule salle de bain. La robe était grande, mais elle improvisa un ajustement avec une ceinture de corde. Elle attacha ses cheveux en un chignon simple. Quand elle se regarda dans le petit miroir brisé, elle se reconnut à peine. Elle semblait présentable. À 10 heures du matin, un carrosse s'arrêta devant la maison. Ce n'était pas un carrosse luxueux, mais il était bien entretenu, tiré par 2 chevaux bruns. Le cocher descendit et ouvrit la porte. L'homme qui en sortit était grand, aux épaules larges, paraissant avoir environ 45 ans. Des cheveux noirs avec des mèches argentées aux tempes. Un visage sérieux, mais pas cruel, vêtu d'un costume de lin foncé et d'un chapeau de feutre. Il portait une canne à pommeau d'argent. Madame Gertrude courut à la porte, souriant d'une manière qu'Hélène n'avait jamais vue. « Monsieur le baron, quel honneur de vous recevoir dans notre humble demeure. »« Baron ?» Hélène observait depuis la fenêtre de la cuisine. Que faisait un baron en visite chez Madame Gertrude? « Madame Gertrude ?» L'homme salua d'une légère inclinaison de tête. « J'ai reçu votre message en réponse à mon annonce. »« Oui, oui, s'il vous plaît, entrez. J'ai fait du café frais. » Hélène fut chargée de servir le café dans le petit salon, le meilleur de la maison, où personne n'entrait rarement. Elle entra silencieusement, portant le plateau en métal avec la cafetière, les tasses et les biscuits que Madame Gertrude avait gardés pour les occasions spéciales. « Voici Hélène », présenta Madame Gertrude avec un sourire forcé. « Ma belle-fille, la jeune femme dont je vous ai parlé dans ma lettre. » Le baron regarda Hélène pour la première fois. Ses yeux étaient bruns, sombres, observateurs, intelligents. Il l'évalua de la tête aux pieds, non pas avec désir ou mépris,
mais avec la curiosité de quelqu'un qui examine quelque chose de curieux. « Quel âge avez-vous, jeune femme » demanda-t-il d'une voix grave. « 23 ans. Monsieur » Hélène répondit doucement. « Savez-vous lire » La question la prit par surprise. « Oui, monsieur, et écrire aussi, monsieur. »« Qui vous a enseigné ?»« Mon père, monsieur. Il m'a appris en utilisant la Bible. » Le baron hocha la tête, semblant satisfait. Il se tourna vers madame Gertrude. « Vous avez dit dans votre lettre que la jeune femme est travailleuse et obéissante. »« Oh, très travailleuse, monsieur le baron. Hélène s'occupe de toute la maison, cuisine, lave, repasse. Elle est très habile et ne se plaint jamais de rien. » Hélène fronça les sourcils, confuse. De quoi parlait-il? Quelle lettre? Quelle annonce? Le baron but une gorgée de café, pensif. « J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison du domaine. Mon ancienne gouvernante est décédée il y a 2 mois et depuis, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un de convenable. Le domaine est isolé à 40 kilomètres du Puy-en-Velay. J'ai donc besoin de quelqu'un qui accepte d'y vivre. Les conditions sont gîte et couvert assurés, un salaire de 10 000 francs par mois, 1 jour de congé tous les 15 jours. Le travail est exigeant, mais juste. » Hélène sentit son cœur s'emballer, quitter cette maison, travailler ailleurs, avoir son propre salaire. « La place est pour Hélène » demanda madame Gertrude. Et pour la première fois, il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir dans sa voix. Bien sûr, Hélène comprit. Sa belle-mère voulait se débarrasser d'elle et obtenir en plus les références d'un baron. Si elle accepte, oui. Le baron regarda à nouveau Hélène. « Et vous, jeune femme, acceptez-vous la proposition ?» Hélène regarda madame Gertrude, qui fit un signe discret de la tête, l'autorisant à parler. « Je accepte, monsieur le baron. Quand voudriez-vous que je commence ? Aujourd'hui même, si possible. J'ai apporté le carrosse justement pour cela. Pouvez-vous rassembler vos affaires ? Je n'ai pas beaucoup d'affaires, monsieur, juste quelques vêtements et une Bible. Alors, allez les chercher, nous partons dans une demi-heure. » Hélène monta en courant dans sa petite chambre, le cœur battant si fort qu'il semblait qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle prit sa robe rapiécée, un change de sous-vêtements, la Bible de sa mère. C'était tout ce qu'elle possédait, et tout ce qui tenait dans un petit ballot de tissu. Quand elle descendit, Auguste et Félicien étaient dans le salon, observant avec des expressions mêlées de soulagement et de colère contenue. « Enfin, tu t'en vas, n'est-ce pas ?» murmura Félicien. « Comportez-vous !» Madame Gertrude le fit taire, gardant son faux sourire pour le baron. Hélène prit congé formellement, sans émotion dans la voix. « Merci de m'avoir accueilli toutes ces années, madame. »« C'était notre devoir chrétien, » répondit madame Gertrude. Les mots étaient doux, mais les yeux froids, comme toujours. « Bonne chance dans votre nouvel emploi. » Le baron aida Hélène à monter dans le carrosse. C'était la première fois qu'elle montait dans un tel véhicule. La banquette était recouverte de cuir usé, mais toujours confortable. Le baron s'assit de l'autre côté, frappa la paroi du carrosse, et le cocher fit avancer les chevaux. Hélène regarda par la petite fenêtre tandis que la maison restait derrière. Elle ne ressentit aucune tristesse, seulement un immense soulagement mêlé à la peur de l'inconnu. Elle quittait un enfer. Où allait-elle? Pendant les premières minutes du voyage, aucun d'eux ne parla. Le baron regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Hélène gardait les mains croisées sur ses genoux, essayant de digérer tout ce qui se passait. Était-ce réel, ou allait-elle se réveiller à tout moment, dans sa petite chambre étroite? « Jeune femme, » le baron rompit le silence, « il faut que vous compreniez certaines choses concernant votre nouveau travail. »« Oui, monsieur. Mon domaine s'appelle Sainte-Thérèse. Nous produisons principalement du café, mais nous élevons aussi du bétail et des porcs. La maison principale est grande, avec 8 pièces. Il y a une cuisine séparée à l'arrière, une buanderie, un garde-manger. Vous serez responsable de l'entretien de la maison, de la préparation des repas et de l'organisation générale de l'espace domestique. »« Non, je comprends, monsieur. J'ai 3 travailleurs qui vivent sur le domaine. Jean, le contremaître, qui gère les employés et la plantation.
Bénédicte, qui s'occupe des animaux, et Joseph, qui est à moitié charpentier, à moitié touche-à-tout. Ils ont leur propre maison et n'ont pas besoin de vos services. Vous ne vous occuperez que de la maison principale, où je vis seul. Vous vivez seul, monsieur ? Demanda Hélène, et elle regretta immédiatement sa curiosité. Pardon, je ne voulais pas être indiscrète. Il n'y a pas de problème. Oui, je vis seul. Je suis veuf depuis 5 ans. Mon épouse, Madame Amélie, est décédée lors d'une épidémie de variole qui a frappé la région. Nous n'avons pas eu d'enfant. Je suis désolé, monsieur. Le baron fit un signe de la main, écartant le sujet. Vous aurez votre propre chambre à l'arrière de la maison principale. Elle est simple mais confortable, bien plus grande que ce débarras où j'imagine que vous dormiez. Hélène rougit. Était-ce si évident sa condition dans la maison de Madame Gertrude? N'ayez pas honte, continua-t-il d'une voix ferme, mais non cruelle. Je reconnais les signes de mauvais traitement quand je les vois. Les marques sur votre poignet, la façon dont vous baissez la tête en parlant, comme si vous vous attendiez à être frappé à tout moment. J'ai vécu assez longtemps pour comprendre quand quelqu'un a souffert entre les mains d'autrui. Hélène ne savait que dire. Personne n'avait jamais reconnu sa souffrance à voix haute de cette manière. Dans ma maison, vous travaillerez dur. Je ne vais pas mentir à ce sujet, mais vous serez traité avec respect. Je ne tolérerai ni la paresse ni la malhonnêteté, mais je ne tolérerai pas non plus la cruauté gratuite. Vous recevrez votre paiement au début de chaque mois, vos repas seront assurés, et votre jour de congé sera respecté. Cette entente est-elle claire? Oui, monsieur, très claire, et je vous remercie de cette opportunité. Quant au paiement, je vous suggère d'en garder une partie. On ne sait jamais quand une femme peut avoir besoin de ses propres ressources. C'était un conseil étrange, mais sage. Hélène acquiesça. Le voyage continua sur des chemins de terre de plus en plus étroits et isolés. Ils passèrent devant d'autres domaines, de petits hameaux, des ponts sur des ruisseaux. L'intérieur de l'Auvergne s'étendait en collines verdoyantes. Des plantations de café organisées en rangées parfaites et l'immense ciel bleu qu'Hélène parvenait rarement à apprécier lorsqu'elle était confinée au jardin de Madame Gertrude. « Monsieur le baron !» Hélène rassembla son courage pour poser une question qui l'intriguait. « Comment avez-vous su que Madame Gertrude avait quelqu'un de disponible pour travailler ?» J'ai placé une annonce dans le journal du Puy-en-Velay, il y a 3 semaines, cherchant une gouvernante pour le domaine. J'ai reçu plusieurs réponses, mais la plupart venaient de femmes trop jeunes ou trop âgées, ou alors elles exigeaient des salaires que je ne pouvais pas payer. Votre belle-mère fut l'une des dernières à répondre, offrant ses services. Quand j'ai expliqué que j'avais besoin de quelqu'un de permanent, elle vous a suggéré. Ainsi, Madame Gertrude avait vu une opportunité de se débarrasser d'Hélène et de paraître généreuse en le faisant. Typique. « Et pourquoi m'avez-vous accepté sans même me connaître, monsieur ?» Le baron la regarda avec ses yeux sombres et pénétrants. « Parce qu'une femme qui a survécu à ce que vous avez survécu a la force nécessaire pour faire face à l'isolement et aux difficultés d'un domaine éloigné. Et parce que, franchement, je manquais d'options. Mais maintenant que je vous connais, je pense avoir fait le bon choix. » Hélène sentit quelque chose d'étrange se remuer dans sa poitrine. C'était de la fierté. Cela faisait si longtemps que quelqu'un voyait de la valeur en elle qu'elle avait presque oublié ce que cela faisait. Après presque 2 heures de voyage, le carrosse tourna enfin sur un chemin privé marqué par un portail en bois où étaient sculptés les mots « Domaine Sainte-Thérèse ». La propriété s'étendait sur des hectares et des hectares de terres cultivées et de forêts indigènes. La maison principale apparut à l'horizon, une longue bâtisse de plain-pied, peinte en blanc avec des détails bleus, un toit de tuiles rouges, une large véranda à l'avant, soutenue par des colonnes en bois. Ce n'était pas un manoir luxueux comme ceux qu'Hélène voyait dans les magazines, qui arrivaient parfois à l'épicerie de M. Mallard, mais c'était solide, bien entretenu et infiniment plus grand que tout endroit où elle avait jamais vécu. Le carrosse s'arrêta devant la véranda. Le baron descendit le premier et tendit la main à Hélène pour l'aider. C'était la première fois que quelqu'un la traitait avec cette courtoisie élémentaire.
Elle accepta la main, descendit et resta immobile, regardant la maison qui allait être son nouveau foyer. « Venez, je vais tout vous montrer », dit le baron en montant les marches de la véranda. La porte principale s'ouvrait sur un grand salon, avec un plancher en larges planches de bois, des murs blanchis à la chaux, quelques meubles simples mais de bonne qualité, un canapé en cuir usé, 2 fauteuils, une table basse, des étagères remplies de livres. Les fenêtres étaient grandes, laissant entrer beaucoup de lumière naturelle. « C'est le salon principal », expliqua le baron. « Je l'utilise rarement. Vous n'aurez donc besoin de le nettoyer qu'une fois par semaine, de le dépoussiérer, de balayer. Par ici se trouve mon bureau. » Il ouvrit une porte latérale, révélant une pièce plus petite, avec un grand bureau couvert de papier, davantage d'étagères de livres, des cartes accrochées au mur. « Cette pièce est privée, n'y entrez pas à moins que je ne vous le demande. Compris ? » « Oui, monsieur. » Ils continuèrent par le couloir. 3 chambres, celle-ci est la mienne. Il montra une porte fermée. « Les 2 autres sont pour les invités, mais je reçois rarement des visites. Votre responsabilité est de changer le linge de lit toutes les semaines, de tout garder propre et aéré. » Au bout du couloir se trouvait la cuisine, une grande pièce avec une cuisinière à bois, une longue table en bois rustique, des armoires, une fenêtre donnant sur l'arrière de la propriété. « Vous cuisinez ? » ?»« Oui, monsieur. De la cuisine simple, mais je sais préparer les bases. Je n'ai besoin de rien d'élaboré. Riz, haricots, viande, et quand il y aura des légumes. Je mange seul, donc les portions n'ont pas besoin d'être grandes. Je prends le café à 7 heures du matin, déjeune à midi, dîne à 6 heures du soir. Vous mangerez aux mêmes heures. Je n'aurai pas de servante affamée dans ma maison. » Hélène sentit ses yeux picoter. Elle mangerait aux mêmes heures que son patron. Pas des restes froids, mais de la vraie nourriture. « Votre expression dit que c'est une nouveauté pour vous, » commenta sèchement le baron. « Cela confirme mon soupçon que votre belle-mère vous traitait plus comme une esclave que comme un membre de la famille. » « Elle faisait ce qu'elle pensait nécessaire, monsieur. »« Nécessaire ?» Il répéta avec une ironie amère. « Curieux choix de mots. Mais peu importe. Vous êtes ici maintenant. Allons à l'arrière. » Ils sortirent par la porte arrière de la cuisine. Il y avait un grand jardin avec un puits, un lavoir, un poulailler, un potager, et séparé de la maison principale par une dizaine de mètres, une construction plus petite, une petite maison de 2 pièces avec sa propre porte et fenêtre. Ce sera votre chambre. Le baron ouvrit la porte. Hélène entra et dut retenir un sanglot. La pièce était petite, oui, mais elle avait un vrai lit avec un matelas et un oreiller, une petite table de chevet, un coffre pour ranger les vêtements, une chaise et même une fenêtre avec un simple rideau. Cela ressemblait à un palais comparé au débarras où elle avait dormi les 7 dernières années. L'autre pièce est une salle de bain avec une baignoire. L'eau vient du puits. Vous devrez la chauffer sur la cuisinière si vous voulez un bain chaud. Il y a aussi des toilettes à l'intérieur, donc vous n'aurez pas besoin d'utiliser les toilettes extérieures. Des toilettes intérieures, une baignoire. Hélène dut s'appuyer contre le mur. Tout cela était pour elle. « Vous vous sentez bien ?» demanda le baron, remarquant sa pâleur. « Oui, monsieur, c'est juste que c'est beaucoup, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. » Ce sont des aménagements basiques pour n'importe quelle servante, jeune femme. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. Mais il y en avait pour quelqu'un qui avait vécu comme elle avait vécu. Le baron la laissa installer ses quelques affaires et se familiariser avec la chambre. Reposez-vous aujourd'hui. Demain, nous commencerons la routine habituelle. J'enverrai Bénédicte vous apporter le dîner plus tard. Quand il sortit, Hélène s'assit sur le lit et laissa enfin les larmes couler. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'un espoir timide que peut-être, juste peut-être, sa vie pourrait être différente à partir de maintenant. Elle arrangea son ballot dans le coffre. Ses vêtements rapiécés semblaient encore plus misérables dans cet espace propre. Elle posa la Bible sur la table de chevet, s'assit sur la chaise et regarda par la fenêtre, voyant le soleil commencer à descendre à l'horizon.
Liberté. Ce n'était pas la liberté complète. Elle le savait. Elle serait toujours une servante. Elle devrait toujours travailler dur. Elle dépendrait toujours de la bonne volonté d'un patron. Mais c'était infiniment mieux que de vivre sous le joug de Madame Gertrude. Vers 6 heures, de doux coups à la porte la tirèrent de ses pensées. Une femme noire d'une 50aine d'années, robuste et souriante, entra portant un plateau. « Bonsoir, jeune femme. Je suis Bénédicte. J'ai apporté votre dîner. »« Bonsoir, Madame Bénédicte. Merci beaucoup. »« Oh, vous pouvez juste m'appeler Bénédicte, sans Madame. Nous, les travailleurs ici, n'avons pas ces formalités. » Le plateau contenait du riz, des haricots, du chou braisé et un généreux morceau de longe de porc. De la vraie nourriture, chaude, abondante. Le patron a dit que vous veniez d'une situation difficile, commenta Bénédicte, tandis qu'Hélène dévorait la nourriture. Si vous avez besoin de parler ou si vous avez des questions sur le travail ici, vous pouvez me trouver. Je travaille ici depuis 15 ans. Je connais les manières du patron. C'est un homme bon? Hélène osa demander. Il est juste ferme, mais juste. Il ne parle pas beaucoup. Il ne sourit pas beaucoup depuis la mort de la patronne, mais il traite tous les travailleurs avec respect. Il paie à temps, ne lève jamais la main sur personne. Il a un tempérament parfois quand les choses ne se passent pas comme il veut, mais rien de violent. Vous vous y habituerez. Et son épouse, comment était-elle? Bénédicte soupira, une ombre passant sur son visage. Madame Amélie était une sainte, douce, gentille avec tout le monde. Quand elle est tombée malade, le patron a fait venir 3 médecins différents. Il a dépensé tout ce qu'il avait pour essayer de la sauver. Mais la variole n'a pas de pitié. Elle est partie en 1 semaine. Il n'a plus été le même après cela. Il est devenu plus fermé, plus sérieux. Avant, il riait, recevait des amis, faisait des fêtes. Maintenant, il vit pratiquement isolé ici. Hélène comprit qu'elle entrait dans une maison marquée par la perte. Elle devrait faire preuve de sensibilité pour ne pas raviver des blessures encore ouvertes. « Bénédicte, puis-je vous poser une question? Monsieur le baron, a-t-il vraiment ce titre ?» La femme rit. « Ah, c'est une histoire curieuse. Son père, qui était propriétaire de ces terres auparavant, a reçu le titre de baron de l'empereur vers 1840 pour service rendu pendant la guerre. Quand le vieux est mort, le titre est passé au fils. Mais notre patron ne se soucie pas beaucoup de ces formalités. Il préfère être appelé simplement Monsieur Martin. Mais les gens de la région insistent pour l'appeler Monsieur le baron Martin. » Maintenant, Hélène connaissait le nom de l'homme qui l'avait tiré de l'enfer. Bénédicte se leva pour partir. « Reposez-vous bien cette nuit, jeune femme. Demain commencera tôt. Le patron aime prendre le café dès que le soleil se lève. » Seule à nouveau, Hélène termina de manger chaque miette de son assiette. Puis elle se lava le visage dans la bassine avec l'eau du puits qu'il y avait dans la pièce voisine. Elle se changea et s'allongea dans un vrai lit pour la première fois depuis 7 ans. Le matelas était ferme, mais confortable. Les couvertures sentaient le soleil et le savon. Il n'y avait personne qui criait, personne qui frappait à la porte pour lui donner plus de tâches, personne qui la menaçait. Juste le silence, la paix et la promesse d'un lendemain différent. Hélène s'endormit avant même de s'en rendre compte, d'un sommeil profond et sans cauchemar pour la première fois depuis longtemps. Elle se réveilla au chant des coqs et à la douce lumière de l'aube, entrant par la fenêtre. Un instant confuse, elle ne sut pas où elle était. Puis tout revint. Le carrosse, le baron, le domaine. Ce n'était pas un rêve, c'était réel. Elle se leva rapidement, se lava, enfila sa robe la moins rapiécée, attacha ses cheveux en un chignon pratique. Elle n'avait pas de montre, mais d'après le soleil, elle calcula qu'il devait être environ 6h30. Elle avait 1 demi-heure pour préparer le café du patron. Elle courut vers la cuisine de la maison principale. La cuisinière était encore éteinte. Il fallait l'allumer, faire bouillir de l'eau, faire du café, préparer quelque chose pour accompagner. Mais où étaient les choses? Où était le café, le sucre, le pain? Elle commença à ouvrir frénétiquement les armoires, cherchant les ingrédients. Elle trouva le café en grains dans une boîte, mais il était entier. Il fallait le moudre.
Où était le moulin? Elle continua à chercher, de plus en plus nerveuse. Allait-elle échouer dès le premier jour à trouver quelque chose? La voix grave du baron la fit sursauter. Il se tenait à la porte de la cuisine, vêtu de simples vêtements de travail, l'observant avec une expression neutre. « Monsieur, je cherchais les affaires pour faire le café, mais je ne sais pas où elles se trouvent. J'aurais dû vous montrer hier. C'est ma faute. » Il entra dans la cuisine et commença à indiquer « Le café est ici, le moulin ici, le sucre dans ce pot, le pain dans la boîte là-bas. Le bois pour la cuisinière est dans le panier à côté, les allumettes dans le tiroir. Pardon, monsieur, je vais vite apprendre où tout se trouve. » Ne vous excusez pas de ne pas savoir quelque chose qui ne vous a pas été enseigné. Apprenez simplement et ne commettez pas la même erreur 2 fois. Hélène acquiesça et se mit au travail. Elle alluma la cuisinière, fit bouillir de l'eau, moulut le café avec le moulin manuel pendant que l'eau chauffait. Le baron resta dans la cuisine, assis à table, l'observant travailler en silence. C'était intimidant d'être observé ainsi, mais Hélène se concentra sur les tâches. Quand le café fut prêt, elle le servit dans une tasse en porcelaine simple, coupa des tranches de pain, mit du beurre dans une petite assiette, apporta tout à table. « Vous ne mangez pas ?» demanda-t-il quand elle resta debout à côté. « Je peux manger après, monsieur. » « Asseyez-vous. J'ai dit hier que nous mangerions aux mêmes heures. Je n'aime pas répéter les instructions. » Hélène s'assit timidement de l'autre côté de la table, se servit du café, prit une tranche de pain. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. « Vous cuisinez bien ?» Le baron rompit le silence. « De la cuisine simple, monsieur. J'ai appris par nécessité, pas par enseignement formel. Aujourd'hui à midi, je veux du riz, des haricots, du chou et du porc. Il y a du porc frais dans le garde-manger. Bénédicte en a abattu un hier. Savez-vous comment le préparer? » « Oui, monsieur. »« Bien, après le café, je veux que vous nettoyiez le salon principal et le couloir. Demain, les chambres. Répartissez les tâches tout au long de la semaine pour ne pas vous surcharger. Je ne veux pas de servante épuisée. Une servante fatiguée travaille mal. » « Je comprends, monsieur. » Après le café, Hélène lava la vaisselle et commença le nettoyage. Elle balaya le salon, dépoussiéra les meubles, nettoya les fenêtres. Le travail était tranquille, presque méditatif. Personne ne criait après elle, personne ne disait qu'elle faisait mal. Personne ne renversait les choses exprès pour la forcer à nettoyer à nouveau. Vers 11 heures, elle commença à préparer le déjeuner. Le garde-manger était bien approvisionné. Il y avait des sacs de riz et de haricots, des épices, du saindoux, de la farine. La viande était sur une planche dans le garde-manger, fraîche, de gros morceaux rosés de longe de porc. Hélène prépara tout avec soin et fit revenir la viande avec de l'ail et de l'oignon, la laissa cuire lentement, fit le riz léger, comme son père lui avait appris, assaisonna les haricots avec du laurier et de la saucisse, fit revenir le chou avec de l'ail. À midi pile, le baron entra dans la cuisine revenant des champs. Il était couvert de terre, en sueur, mais semblait satisfait. « Comment s'est passée la matinée ?»« Très productive, monsieur. Le déjeuner est prêt. » Il se lava dans une bassine à l'arrière, changea de chemise et s'assit à table. Hélène servit les plats. Cette fois, il n'eut pas besoin de lui dire de s'asseoir. Elle avait déjà compris qu'il était attendu qu'ils mangent ensemble. Le baron mangea en silence, goûtant chaque plat. Hélène l'observa discrètement, essayant de déchiffrer s'il était satisfait. Finalement, il parla. « C'est bon, bien assaisonné, vous avez bien appris. » C'était un compliment simple, mais pour Hélène, cela sonna comme de la poésie. Quand avait-on reconnu son travail pour la dernière fois? « Merci, monsieur. Cet après-midi, je vais en ville régler des affaires chez le notaire. Je ne rentrerai qu'au crépuscule. Profitez-en pour vous familiariser davantage avec la maison et vous reposer si besoin. Demain, vous aurez une journée complète de travail. » Après le déjeuner, le baron partit à cheval. Hélène resta seule dans la grande maison. C'était une sensation étrange. Elle était seule, mais ne se sentait pas emprisonnée. Elle pouvait se promener librement dans les pièces, regarder les choses, respirer sans peur. Elle explora la maison plus calmement.
Le salon avait des photos au mur. Le baron plus jeune à côté d'une belle femme aux cheveux clairs, ce devait être Madame Amélie. Une autre photo montrait un couple plus âgé, probablement ses parents. Il y avait aussi quelques livres sur les étagères. Hélène en prit un, la chanson de Roland. Un autre, Atala de Chateaubriand. Elle ressentit une pointe de désir. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait rien lu d'autre que sa Bible. Dans la maison de Madame Gertrude, tout moment de loisir était considéré comme de la paresse. Pourrait-elle lire ici? Elle décida de demander au baron à son retour. Pour l'heure, elle retourna à la cuisine, lava la vaisselle du déjeuner, organisa le garde-manger, prépara la pâte à pain pour le lendemain. Elle travaillait tranquillement, sans hâte, appréciant le fait que personne ne viendrait inspecter son travail à la recherche de défauts. En fin d'après-midi, elle décida de prendre un vrai bain, chauffa de l'eau sur la cuisinière, transporta les seaux jusqu'à la salle de bain de sa petite maison, remplit la baignoire. Quand elle entra dans l'eau chaude, elle faillit pleurer de plaisir. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas pris de bain chaud. Dans la maison de Madame Gertrude, l'eau chaude était un privilège de la famille. Pour elle, seulement des bains froids dans le lavoir du jardin. Elle se lava les cheveux avec le savon rêche, frotta chaque centimètre de sa peau, resta immergée jusqu'à ce que l'eau refroidisse. Quand elle sortit, elle se sentit rafraîchie, enfila ses vêtements propres, peigna ses longs cheveux, les laissant détachés pour sécher, et retourna à la cuisine pour préparer le dîner. Le baron arriva alors que le soleil se couchait, fatigué et couvert de poussière de la route. « Bonsoir, Hélène. » C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Cela sonnait étrange, mais bien. « Bonsoir, monsieur. Le dîner sera prêt dans 15 minutes. »« Excellent. Je vais me laver. » Ils dînèrent de soupe de légumes avec de la viande effilochée et du pain de campagne. Le baron semblait préoccupé, les yeux lointains. « Tout va bien, monsieur ?» Hélène osa demander. Il la regarda comme s'il avait oublié qu'elle était là. Juste des questions de propriété, rien qui doive vous inquiéter. Comment s'est passée votre première journée ici? Bien, monsieur. Très tranquille, en fait. Tranquille? Il haussa un sourcil. Vous avez travaillé toute la journée et vous avez trouvé ça tranquille. C'est différent quand on travaille sans peur, dit Hélène doucement. Le baron resta silencieux un instant, l'étudiant. Votre belle-mère vous frappait. La question directe la prit au dépourvu. Hélène baissa les yeux vers son assiette. Parfois, monsieur, et ses enfants, ils avaient leur méthode pour rendre les choses difficiles. Je comprends. Il but une gorgée d'eau. Ici, vous n'avez pas à avoir peur. J'ai déjà dit que je suis ferme sur le travail, mais je ne suis pas cruel. Si je suis insatisfait de quelque chose, je le dirai directement. Je ne crie pas, je ne frappe pas, je n'humilie pas. J'attends le même respect en retour. Honnêteté, travail bien fait et discrétion sur les affaires du domaine. C'est clair? Oui, monsieur. Très clair. Bien, maintenant, j'ai vu que vous regardiez les livres sur l'étagère aujourd'hui. Vous aimez lire? Hélène se tendit. Le trouverait-il mauvais? Mon père m'a appris à lire, monsieur. Ce fut l'une des rares bonnes choses que j'ai eues dans ma vie, mais je ne voulais pas m'immiscer. Non. Si vous voulez lire un livre de l'étagère, vous pouvez les prendre. Prenez-en juste soin et remettez-les à leur place. Il dit cela avec naturel, comme si c'était évident. Les livres ne servent à rien s'ils restent fermés sur les étagères. Hélène sentit un sourire sincère se former sur son visage pour la première fois depuis des années. « Merci, monsieur. Merci vraiment. » Ce n'est pas grand-chose. Il se leva de table. « Je vais me retirer. Demain, je me lèverai à 5 heures du matin. Le café doit donc être prêt à 6 heures. Bonne nuit. » « Bonne nuit, monsieur. » Seule dans la cuisine, Hélène lava la vaisselle avec un étrange contentement dans la poitrine. Elle prendrait un livre à lire avant de dormir. Elle aurait un bain chaud quand elle voudrait. Elle mangerait de la vraie nourriture tous les jours. Elle serait traitée avec un respect élémentaire. C'étaient des choses simples, des choses que la plupart des gens considéraient comme normales, mais pour elle, c'étaient des miracles. Cette nuit-là, avant d'éteindre la lampe, Hélène prit sa Bible et lut quelques passages.
Puis elle murmura une prière de gratitude. Peut-être cette prière désespérée d'il y a quelques jours avait-elle été entendue. Après tout. Les jours suivants établirent une routine confortable. Hélène se levait à 5h30, allumait la cuisinière, préparait un café fort et de simples viennoiseries. Le baron descendait à 6 heures précises, toujours ponctuel. Ils mangeaient ensemble dans un silence agréable. Puis ils partaient superviser le travail dans les plantations de café. Hélène nettoyait la maison méthodiquement. Le lundi, le salon et le bureau à l'extérieur. Le mardi, les chambres. Le mercredi, la cuisine en profondeur. Le jeudi, le linge de lit et les vêtements personnels. Le vendredi, une révision générale. Le samedi, la préparation des aliments pour la semaine. Le dimanche était son jour de repos, mais elle devait quand même préparer les repas. Pendant ses heures libres, elle lisait. Elle dévora Atala en 3 nuits. Elle commença la chanson de Roland, mais trouva cela difficile. La langue ancienne la déconcertait. Elle essaya un autre livre, Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Celui-là capta complètement son attention. Le baron le remarqua. Un soir, après le dîner, il commenta « Je vois que vous avez pris goût à Bernardin de Saint-Pierre. » C'est fascinant, monsieur. Il décrit notre terre d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant, comme si notre pays était digne d'être écrit dans des livres. Et ne l'est-il pas? Nous sommes nés dans un pays riche, avec sa propre histoire, une nature luxuriante. Il n'a pas besoin de l'Europe pour valider notre existence. C'était la conversation la plus longue qu'ils aient eue. Hélène se sentit encouragée à continuer. « Vous avez déjà voyagé ailleurs, monsieur ?»« Oui, je suis allé à Paris 3 fois, à Lyon 2. Quand j'étais jeune, j'ai passé 6 mois au Portugal avec mon père pour apprendre le commerce du café. Mais je reviens toujours ici. Cette terre est dans mon sang. Ce doit être bon d'avoir de telles racines, de savoir d'où l'on vient. » Le baron la regarda avec curiosité. « Vous ne savez pas d'où vous venez. »« Ah, je sais que ma mère est morte quand j'étais enfant. Mon père ne parlait jamais beaucoup de sa famille. Je pense que c'était des gens simples, des travailleurs ruraux peut-être. Je n'ai pas d'oncles, de cousins, de grands-parents que je connaisse. Il n'y a toujours eu que lui et moi, jusqu'à ce qu'il se remarie et que vous soyez relégué à une position impossible, » compléta le baron. « C'est une histoire malheureusement courante. Belles-mères et beaux-pères qui voient leurs beaux-enfants comme un fardeau, pas comme une responsabilité. Monsieur, excusez-moi de demander, mais vous n'avez jamais pensé à vous remarier ?» C'était une question audacieuse. Hélène le regretta immédiatement, mais le baron ne sembla pas offensé. « J'y ai pensé les premières années après la mort d'Amélie. Des bien intentionnés ont présenté plusieurs candidates. Filles de propriétaires terriens, veuves respectables, même une cousine éloignée, mais aucune n'était-elle. Et j'ai réalisé que je cherchais à remplacer ce que j'avais perdu, pas à construire quelque chose de nouveau. Cela me semblait malhonnête, alors j'ai cessé de chercher. Sa perte me manque chaque jour. Mais ce manque n'est plus cette douleur lancinante du début. C'est une mélancolie douce, une compagnie même, comme une cicatrice qui ne fait plus mal, mais dont on sait qu'elle est là. » Il se leva. « J'ai trop parlé. Bonne nuit, Hélène. »« Bonne nuit, monsieur. » 1 mois passa. Hélène était complètement adaptée à la routine du domaine. Elle connaissait chaque recoin de la maison. Elle savait exactement comment le baron aimait chaque plat. Elle avait même appris à anticiper ses besoins avant qu'il ne les demande. Bénédicte était devenue une amie. Les après-midi de repos, les 2 femmes conversaient en s'occupant du potager ou en nourrissant les poules. « Vous avez changé, jeune femme » commenta Bénédicte un jour. « Vous avez plus de couleur au visage. Vous avez même grossi un petit peu. Votre façon de marcher a changé. Vous ne restez plus les épaules courbées. » C'était vrai. Hélène sentait le changement. Elle mangeait correctement, dormait en paix, était traitée avec dignité. Son corps et son esprit y répondaient. « Bénédicte, puis-je vous poser une question personnelle ? » ?»« Vous pouvez. Vous êtes libre ou esclave ? » « Je suis libre. Je suis né libre.
Ma mère a été affranchie par l'ancien propriétaire de ces terres, le père de l'actuel patron. Je travaille ici par choix, je reçois un salaire, je peux partir quand je veux, mais je ne veux pas. C'est ma maison. Elle marqua une pause. Pourquoi cette question? De curiosité. Ici, sur le domaine, je ne vois pas d'esclaves travailler. J'ai trouvé cela étrange. Le patron les a tous affranchis il y a 3 ans. Certains sont restés travailler comme salariés, d'autres sont partis. Il a dit qu'il ne voulait plus bâtir de richesses sur le dos de personnes enchaînées. Cela a provoqué un scandale dans la région. D'autres propriétaires terriens l'ont traité de fou, de traître à sa propre classe, mais il ne s'en est pas soucié. Hélène ressentit une nouvelle admiration pour le baron. Affranchir des esclaves volontairement était rare, surtout dans une région où l'économie dépendait du travail forcé. Cette nuit-là, elle ne put s'empêcher de commenter pendant le dîner. « Bénédicte m'a raconté que vous avez affranchi vos esclaves il y a 3 ans. C'était très courageux. » Le baron mâcha lentement avant de répondre. Ce n'était pas du courage. C'était une question de conscience. Amélie a toujours été contre l'esclavage. Elle disait qu'aucun être humain ne devrait être la propriété d'un autre. Tant qu'elle a vécu, j'ai pu justifier de maintenir le système en disant que j'en avais besoin pour maintenir la productivité du domaine. Mais quand elle est morte, il marqua une pause, les yeux lointains. J'ai réalisé que j'utilisais des excuses pour ne pas faire ce qui était juste. Alors, je les ai tous libérés. J'ai offert un salaire à ceux qui voulaient rester. La moitié est partie chercher leur famille ailleurs. La moitié est restée. La production a baissé, oui, j'ai moins de profit, mais je dors mieux. Vous êtes un homme bon, dit Hélène doucement. Je ne suis pas bon. J'essaie juste d'être moins mauvais que je pourrais l'être. Il s'essuya la bouche avec sa serviette. Et vous, Hélène, qu'avez-vous l'intention de faire avec l'argent que vous économisez? 1 mois a déjà passé, vous devez avoir déjà épargné quelque chose. C'était vrai. Hélène avait gardé presque tout son salaire, ne dépensant que pour du tissu afin de se faire une nouvelle robe et quelques articles personnels de base. Elle avait maintenant 12 000 francs cachés dans une boîte sous son matelas. Je ne sais pas encore, monsieur. Je n'ai jamais eu mon propre argent auparavant. C'est étrange de penser que je peux acheter des choses si je veux. Quand vous aurez suffisamment économisé, pensez à investir dans quelque chose de productif. Apprenez une compétence, peut-être. La couture fine, la fabrication de confiseries à vendre, n'importe quoi qui pourrait vous donner de l'indépendance à l'avenir. Les emplois ne durent pas éternellement. L'observation avait un ton étrange, presque mélancolique. Mais Hélène ne posa pas de questions. Les mois passèrent. Mai arriva avec ses matins froids, puis juin, encore plus glacial. La routine continuait, tranquille. Hélène était devenue plus confiante. Elle parlait davantage pendant les repas. Parfois même, elle faisait rire le baron avec une observation sur Bénédicte ou sur les livres qu'elle lisait. Ce fut un soir de juillet, après un dîner particulièrement silencieux, que le baron parla enfin de ce qui le préoccupait depuis des semaines. « Hélène, je dois vous dire quelque chose. Des changements sont en cours. » Son cœur se serra. Les changements étaient rarement bons. « Quel genre de changement, monsieur ? Je vends le domaine. » Les mots tombèrent comme des pierres. Hélène sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Vous vendez ? Mais pourquoi ? » Des raisons financières. L'abolition volontaire des esclaves m'a coûté cher. Mes voisins refusent de commercer avec moi. Ils me voient comme un traître. Les banques ne m'accordent plus de crédit à des conditions raisonnables. Et franchement, il soupira profondément, je suis fatigué. Fatigué de me battre seul, fatigué de cette vie isolée, fatigué d'essayer de maintenir quelque chose qu'Amélie et moi avons construit ensemble, mais qui semble désormais vide sans elle. Où allez-vous, monsieur? J'ai un frère à Lyon. Il a une entreprise d'importation et m'a proposé une association. Je vais recommencer en ville, quelque chose de complètement différent. Et moi? La question sortit dans un murmure. Le baron rencontra ses yeux. Il y a 2 options.
Je peux vous donner une lettre de recommandation et 3 mois de salaire d'avance pour que vous trouviez un autre emploi. Ou... Il hésita. Ou vous pouvez venir avec moi à Lyon. J'aurai besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison que je vais louer là-bas. Les conditions seraient les mêmes. Salaire, logement, respect. Hélène sentit les larmes brûler ses yeux. Vous me proposez de continuer à travailler pour vous, même en allant ailleurs. Vous êtes devenue plus qu'une employée efficace, Hélène. Vous êtes devenue une présence constante qui apporte de l'ordre et même une certaine paix à cette maison. Il serait insensé de ma part de vous congédier. Mais je comprends si vous préférez rester en Auvergne, près de ce que vous connaissez. Je n'ai rien ici, monsieur, rien qui me retienne, aucune famille qui me veuille, aucun endroit qui soit à moi. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Si vous m'acceptez, je voudrais aller à Lyon. Le baron hocha la tête. Quelque chose qui pouvait être du soulagement traversa son visage. Alors c'est décidé. La vente sera finalisée dans 2 mois. Nous partirons en septembre. Les semaines suivantes furent marquées par d'intenses préparatifs. Le baron organisait les documents, négociait les derniers détails de la vente avec l'acheteur, un propriétaire terrien de Grenoble qui maintiendrait la production de café. Bénédicte avait décidé de rester, car le nouveau propriétaire aurait besoin de quelqu'un d'expérimenté pour s'occuper des animaux. Jean, le contremaître, resterait aussi. Hélène emballa les effets personnels du baron, sépara ce qui serait emporté de ce qui serait vendu avec le domaine. Dans les moments libres, elle se sentait partagée entre l'excitation et la peur. Lyon était une grande ville moderne, pleine de monde. Ce serait complètement différent de tout ce qu'elle connaissait. « Vous êtes nerveuse ?» observa Bénédicte quelques jours avant le départ. « Je le vois dans vos yeux. »« Je suis terrifiée. Avoua, Hélène, et si je ne m'adaptais pas? Et si Lyon était horrible? Et si monsieur regrettait de m'avoir emmenée? Jeune femme, vous avez survécu à 7 ans de mauvais traitements dans la maison de cette mégère. Vous avez survécu en étant traité pire qu'un animal. Si vous avez réussi cela, vous pouvez tout réussir. » Bénédicte lui tint les mains. « Et le patron ne vous aurait pas offert de venir avec lui s'il n'avait pas confiance en vous. Ce n'est pas un homme de gestes vides. »« Vous allez me manquer, Bénédicte. Et vous aussi, ma petite. Mais la vie est ainsi. Les chemins se croisent et se séparent. L'important est que vous saisissiez les opportunités qui se présentent. » Elle glissa quelque chose dans la main d'Hélène. « Tenez, un cadeau de départ. » C'était un simple chapelet en bois. « Bénédicte, je ne peux pas accepter. Vous pouvez, oui, il venait de ma mère, qui venait de ma grand-mère. Elles m'ont protégé toute ma vie par leurs prières. Maintenant, il vous protégera. » La femme l'embrassa fort. « Allez avec Dieu, Hélène, et soyez heureuse. Vous le méritez. » Le matin du départ arriva, clair et froid. 2 carrosses attendaient devant la maison, l'un avec les malles et les effets personnels, l'autre pour le baron et Hélène. Jean et Bénédicte firent leurs adieux sur la véranda. Joseph, qui parlait rarement, surprit Hélène par une étreinte maladroite et des mots grossiers. « Prenez bien soin du patron, jeune femme. Il a besoin de bonnes personnes autour de lui. » Le voyage jusqu'à Lyon prendrait 4 jours, avec des haltes dans des auberges le long du chemin. Hélène n'avait jamais autant voyagé. Chaque kilomètre l'éloignait davantage de tout ce qu'elle connaissait et la rapprochait d'un avenir incertain. Pendant le trajet, le baron se montrait pensif. Il regardait par la fenêtre du carrosse, observant le paysage changé des collines auvergnates aux plaines de la vallée du Rhône. « Savez-vous que je ne vous ai jamais interrogé sur vos rêves ?» dit-il soudain le 2e jour du voyage. « Mes rêves, monsieur ?»« Oui. Que voudriez-vous faire de votre vie si vous pouviez choisir librement ?» Hélène réfléchit un long moment. « Je crois que j'aimerais avoir ma petite maison. Rien de grand ou de luxueux, juste un endroit qui soit à moi, où personne ne pourrait m'expulser ou me maltraiter. Et peut-être enseigner aux enfants pauvres à lire comme mon père m'a appris. Cela semble peu, n'est-ce pas? Cela semble humain, cela semble honnête. » Il continua de regarder par la fenêtre. «
Qui sait, à Lyon, vous ne trouverez peut-être pas l'occasion de le faire. La ville a de nombreuses nouvelles écoles, de nombreuses initiatives d'éducation populaire. Avec le temps, vous pourriez étudier formellement, devenir une vraie institutrice. Vous pensez que j'y arriverai? Je pense que vous êtes intelligente, dévouée, et que vous avez survécu à des situations qui auraient brisé des personnes plus faibles. Si vous décidez de faire quelque chose, je suis sûr que vous y parviendrez. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Hélène pendant les kilomètres suivants. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un voyait du potentiel en elle. Non seulement comme une employée ou un fardeau, mais comme une personne capable de grandir, d'atteindre des objectifs, d'avoir son propre avenir. Lyon apparut à l'horizon, à la fin du 4e jour, une ville s'étendant sur les collines, beaucoup plus grande que tout ce qu'Hélène avait jamais vu. Il y avait des omnibus à chevaux dans les rues principales, des magasins avec des vitrines en verre, des maisons de ville à 3 étages, des églises aux tours imposantes et des gens partout. « C'est effrayant, n'est-ce pas ?» commenta le baron en voyant son expression. « C'est immense. Comment ne pas se perdre ici? Avec le temps, on apprend. Les rues suivent une logique et notre maison se trouve dans un quartier plus tranquille, loin du centre animé. » La maison que le baron avait louée se trouvait dans le quartier de la Croix-Rousse, une zone résidentielle avec des rues arborées et des constructions modestes mais bien entretenues. C'était une maison de ville de 2 étages avec une façade peinte en beige et des fenêtres à persiennes vertes. Elle n'était pas aussi grande que la maison du domaine, mais elle était confortable et bien située. Le rez-de-chaussée a un salon, un bureau et une cuisine, expliqua le baron tandis que le cocher déchargeait les malles. L'étage a 3 chambres, une pour moi, une pour vous, une pour les invités, au cas où mon frère ou quelqu'un d'autre viendrait nous rendre visite. Il y a un petit jardin à l'arrière et une salle de bain intérieure avec une plomberie neuve. Hélène explora sa nouvelle maison avec une curiosité croissante. Tout était différent du domaine. L'odeur était celle de la ville, fumée de cheminée, nourriture en préparation dans les maisons voisines, un soupçon de fumier de cheval dans la rue. Les sons aussi, voix de vendeurs ambulants, roues de charrettes sur les pavés, cloches d'église lointaines. Sa chambre se trouvait à l'arrière de l'étage supérieur. Elle était petite, mais accueillante, avec un lit, une armoire encastrée, une petite table et une chaise. La fenêtre donnait sur le jardin et sur les toits des maisons voisines. Un monde urbain complètement nouveau. « Reposez-vous aujourd'hui, » dit le baron, quand elle descendit après avoir rangé ses quelques affaires. « Demain, nous commencerons la routine. J'irai au bureau de mon frère le matin, mais je reviendrai pour le déjeuner. Le soir, il viendra dîner ici pour vous rencontrer et discuter affaires. »« Oui, monsieur. Je vais préparer un dîner spécial. » Alors, seule pour la première fois dans la nouvelle maison, Hélène explora la cuisine. Elle était moderne, avec une grande cuisinière à bois, des étagères organisées, même une petite glacière. Il y avait un marché municipal à proximité où elle pourrait acheter des ingrédients frais. Elle décida de préparer un dîner soigné. Poulet en sauce avec des légumes, riz léger, une farofa croustillante et une crème renversée en dessert. Elle voulait faire bonne impression sur le frère du baron. Le lendemain matin, le baron partit tôt, vêtu formellement. Costume sombre, cravate, chapeau. Il semblait différent de la version rurale qu'Hélène connaissait, plus urbain, plus élégant, mais aussi plus tendu. Hélène passa la journée à nettoyer la maison et à préparer le dîner. À 6 heures du soir, le baron arriva accompagné d'un homme qui était clairement son frère, même ossature, mêmes yeux sombres, mais plus jeune d'environ 5 ans et avec une expression plus joyeuse. « Hélène, voici mon frère, Robert. Robert, voici Hélène, ma gouvernante. Enchanté de vous connaître, mademoiselle Hélène, » salua Robert avec un sourire cordial. « Martin m'a dit beaucoup de bien de votre travail au domaine. Le plaisir est pour moi, monsieur Robert. Le dîner est presque prêt. » Pendant le dîner, les frères parlèrent affaires tandis qu'Hélène servait. L'entreprise de Robert
importait des tissus fins d'Europe et les distribuait aux magasins de Lyon et Paris. Elle était en pleine croissance avec l'industrialisation qui gagnait le pays. L'investissement du baron aiderait à l'étendre davantage. Et vous devrez apprendre à travailler avec les chiffres, les contrats, les négociations, dit Robert. C'est bien différent de gérer un domaine. Je suis fatigué d'avoir la terre sous les ongles, répondit le baron, prêt pour quelque chose de nouveau. Après le dîner, en lavant la vaisselle, Hélène entendit des fragments de la conversation des frères dans le salon. Elle semble compétente, c'était la voix de Robert. Mais dites-moi, y a-t-il quelque chose de plus entre vous? Ne soyez pas ridicule. Elle travaille pour moi, elle a 20 ans de moins. Ce serait complètement inapproprié. Inapproprié, mais pas impossible. J'ai vu comment vous la regardez, Martin. Pas nécessairement avec désir, mais avec attention. Faites attention. Je ne vous ai pas vu regarder quelqu'un ainsi depuis Amélie. Robert, c'est mon employé. Point final. Je l'ai sauvée d'une situation terrible et elle travaille bien. C'est tout. Si vous le dites... Robert ne parut pas convaincu. Hélène sentit son visage chauffer. Y avait-il quelque chose entre elle et le baron? Non. Impossible. Il était son patron, un homme éduqué, fortuné, veuf d'une femme qu'il avait clairement aimée profondément. Elle n'était qu'une ancienne belle-fille maltraitée qui avait eu la chance d'obtenir un emploi décent. Toute autre chose était un fantasme dangereux. Mais même ainsi, en se préparant à dormir cette nuit-là, elle ne put s'empêcher de penser à l'observation de Robert. Il était vrai que le baron avait toujours été respectueux, parfois même gentil. Il conversait avec elle comme si ses opinions comptaient. Il lui avait proposé de l'emmener à Lyon alors qu'il aurait pu simplement la renvoyer. Mais c'était de la simple bonté. Cela ne signifiait rien de plus. Cela signifiait, elle chassa ses pensées. Elle ne pouvait pas se permettre de fantasmer sur des impossibilités. Elle avait un bon emploi, elle était en sécurité, bien nourrie, bien traitée. C'était déjà infiniment plus que ce qu'elle méritait. Elle devait être reconnaissante et bien travailler, ne pas créer d'attentes absurdes. Les mois à Lyon établirent une nouvelle routine. Le baron partait tous les matins pour le bureau de l'entreprise, revenait déjeuner, passait les après-midi à étudier des contrats et des rapports dans son bureau à domicile, dînait et se retirait tôt. Hélène s'occupait de la maison, faisait les courses au marché municipal, où elle apprenait lentement à connaître les vendeurs, préparait les repas, gardait tout propre et organisé. Les après-midi libres, elle explorait le quartier, émerveillée par les librairies, les magasins, le mouvement constant d'une ville vivante et grandissante. C'est l'un de ces après-midi qu'elle rencontra Madame Julie, voisine de la maison d'à côté. C'était une dame veuve de 60 ans qui tenait une petite école informelle chez elle, enseignant aux enfants pauvres du quartier à lire et à faire des calculs de base. « Vous savez lire ?» demanda Madame Julie quand Hélène s'arrêta pour observer les enfants en classe dans le jardin. « Oui, madame, je sais. » « Quelle merveille! Savez-vous à quel point il est rare de trouver de jeunes femmes alphabétisées, surtout celles qui travaillent dans les maisons ?» Elle sourit avec un enthousiasme sincère. « Seriez-vous intéressé à aider ici quelques après-midi par semaine? Je ne peux pas vous payer, mais ce serait une merveilleuse œuvre de charité. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. Enseigner aux enfants, exactement ce qu'elle avait dit au baron qu'elle aimerait faire. « J'adorerais, mais j'aurais besoin de demander à mon patron si je peux utiliser mes après-midi ainsi. »« Qui est votre patron ?»« Le baron Martin de Martin. Nous habitons la maison d'à côté. »« Ah, le nouveau voisin. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le connaître formellement, mais s'il le permet, vous serez la bienvenue ici. » Cette nuit-là, Hélène rassembla son courage pour demander « Monsieur, notre voisine, Madame Julie, tient une école pour les enfants pauvres. Elle m'a invité à aider à enseigner les après-midi où je n'ai pas de travail urgent ici. Me le permettriez-vous » Le baron la regarda avec une expression indéchiffrable. « Vous voulez enseigner aux enfants ?»« Oui, monsieur, j'ai toujours voulu. Mon père m'a donné le don de la lecture et j'aimerais le transmettre. »
Alors faites-le. Tant que le travail ici n'est pas compromis, vous pouvez utiliser votre temps libre comme vous le souhaitez. D'ailleurs, je vais parler à Madame Julie pour faire un don à son école. Quelques manuels, des ardoises, des craies. Ce sera un bon investissement. Hélène sentit des larmes de gratitude menacées de déborder. « Merci, monsieur, vous êtes très généreux. Ce n'est pas de la générosité, c'est reconnaître un talent gaspillé. » Il reporta son attention sur les papiers sur la table. « Et Hélène, arrêtez de m'appeler monsieur tout le temps, quand nous sommes juste tous les deux. Martin, c'est bien. » C'était la première fois qu'il le demandait, signe qu'il y avait non seulement une employée, mais quoi? Une connaissance, une amie, quelque chose de plus. Elle n'osait pas deviner. Elle commença à aider à la petite école 3 après-midi par semaine. Elle enseignait à un groupe de 8 enfants âgés de 7 à 12 ans. Tous étaient des enfants de lavandières, de charretiers, de vendeurs ambulants, des enfants qui n'auraient jamais eu l'occasion d'une éducation formelle, mais qui absorbaient le savoir avec une faim désespérée. C'est en enseignant à ces enfants qu'Hélène découvrit sa véritable vocation. Elle avait une patience infinie, réussissait à expliquer des concepts difficiles de manière simple. Elle célébrait chaque petite avancée de ses élèves comme une victoire personnelle. Madame Julie remarqua « Vous avez un don pour ça, ma chère. Avez-vous déjà pensé à étudier pour devenir institutrice certifiée? Il y a une école normale qui accepte les femmes maintenant. Bien sûr, il faudrait étudier le soir, mais je n'aurai pas les moyens de payer. » Hélène l'interrompit. « Et en plus, je dois travailler pour le baron. Parlez-lui. D'après ce que je vois, il semble être un homme raisonnable. Peut-être trouverez-vous un arrangement. » Cette nuit-là, Hélène n'eut pas le courage d'aborder le sujet, mais le destin décida pour elle. Ce fut 2 semaines plus tard, pendant le dîner, que le baron laissa tomber la nouvelle qui changerait à nouveau tout. « Hélène, je dois vous annoncer quelque chose d'important. » Il commença, la voix sérieuse. « Robert est en ses affaires à Paris. Il a besoin d'un associé fiable là-bas pour gérer la succursale, et il me veut pour cela. » Le cœur d'Hélène se serra. « Vous allez à Paris, monsieur ? Je n'ai pas encore décidé, mais si j'y vais, ce serait permanent, du moins pour quelques années. » Il l'étudia attentivement. « Et cela m'amène à une conversation que nous devons avoir depuis un certain temps. » « Quelle conversation ?» Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, se plaça de dos, regardant la rue. « Hélène, vous travaillez pour moi depuis presque 1 an. Pendant ce temps, j'ai remarqué quelque chose. Vous n'êtes pas seulement une employée efficace. Vous avez ramené quelque chose dans ma vie que je pensais avoir perdu pour toujours. »« Quoi, monsieur Martin ?» Il se retourna et pour la première fois, elle vit une véritable vulnérabilité dans ses yeux. La compagnie. Pas la compagnie superficielle des événements mondains ou des conversations d'affaires, mais la présence constante de quelqu'un qui se soucie vraiment. Quelqu'un avec qui je peux parler de livres, de la vie, du monde. Quelqu'un qui a rendu cette maison un foyer à nouveau. Hélène sentit son cœur s'emballer. Je ne sais pas quoi dire. Alors laissez-moi dire le reste, avant que je ne perde mon courage. Si je vais à Paris, je ne veux pas y aller seul, mais je ne veux pas non plus vous y emmener comme employé. Je veux vous y emmener comme mon épouse. » Le monde s'arrêta. Hélène était certaine qu'elle avait mal entendu. « Épouse, je sais que j'ai 20 ans de plus que vous. Je sais que vous méritez quelqu'un de jeune avec toute la vie devant lui. Je sais que notre arrangement jusqu'à présent a été celui de patron et d'employé, ce qui rend tout encore plus compliqué. » Il fit un pas vers elle. « Mais cette dernière année, j'ai appris à vous admirer, votre force, votre gentillesse, votre intelligence. Et je me rends compte maintenant que ce que je ressens pour vous n'est pas seulement de la gratitude pour votre travail, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui m'effraie, mais que je ne peux plus ignorer. » Hélène se leva de sa chaise, les jambes tremblantes. « Martin, je ne sais pas, vous me demandez vraiment en mariage. Je le fais.
Et je comprendrai parfaitement si vous refusez. Je suis peut-être complètement présomptueux, mais je devais être honnête sur mes sentiments avant de prendre toute décision concernant Paris. Alors, je vous demande, Hélène, m'accepteriez-vous comme mari? Les larmes tombèrent enfin. Pas des larmes de tristesse, mais d'une émotion accablante. Cet homme qui l'avait sauvé de l'enfer, qui l'avait traité avec dignité quand tous l'humiliaient, qui avait vu de la valeur là où les autres ne voyaient qu'un fardeau, lui offrait non seulement sa main, mais son cœur. « Oui, murmura-t-elle, oui, j'accepte. » Le baron ferma les yeux, un soupir profond de soulagement s'échappant de ses lèvres. Puis il sourit, un sourire véritable qui transforma complètement son visage sérieux. « Alors nous irons à Paris en tant que mari et femme. Et là, Hélène, je promets que vous aurez tout ce dont vous avez toujours rêvé. Votre propre maison, votre école pour les enfants pauvres et un mari qui fera tôt.